plaisir de vous rejoindre. Rejoignez-nous sur scène. Et vous pouvez les applaudir. Merci. Placez-vous comme vous voulez. Où vous voulez. Allez-y. Alors, relation client online. Quelque chose qui est important pour vous trois. Comment ça s'intègre dans vos marques et comment ça s'intègre en général aujourd'hui pour les marques? C'est quelque chose qui est complètement intégré aujourd'hui, le digital et la relation client. Alors il y a un micro qui doit être par là, oui voilà. On va commencer par qui veut. Allons-y Julie. Pour nous, la relation client, maintenant, elle fait partie intégrante du digital. À tous les moments du parcours client, on a vraiment à cœur de mettre en place les outils nécessaires déjà pour accompagner nos clients dans la découverte de la marque. Donc la première chose, la première étape, ça va être découvrir Triba, faire en sorte que Triba soit un acteur identifié tout de suite comme un acteur incontournable de la menuiserie. Donc ça, c'est vraiment en amont du projet. Et ensuite, le digital, c'est vraiment tout au long de la relation, tout au long du parcours client. Ça va être pour demander un devis sur le site internet, pour faire une configuration du projet pour le client. Et évidemment, ça va être aussi ensuite dans la satisfaction du client et la collecte de son avis. On va vraiment mettre des choses en place pour mettre en avant la satisfaction de nos clients, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à il y a 2 ans à peu près. On collectait pas du tout, on collectait l'avis client, mais on n'en faisait rien, on ne le diffusait pas, on ne le mettait pas sur le site internet, on ne le mettait pas sur Google. Et depuis depuis 2 ans... en interne, vous en faisiez quelque chose ? Et en interne, on s'en servait pour détecter les insatisfactions éventuellement, mais vraiment, c'était pas vraiment exploité. Et on agissait plutôt en mode pompier sur le traitement des avis, c'est-à-dire qu'on faisait intervenir le service client à partir du moment où la personne allait s'exprimer sur Internet. Et maintenant, on essaye au maximum d'aller chercher l'avis du client au maximum en amont avant qu'il aille sur Internet et qu'il laisse un avis négatif. C'est important pour nous de détecter au plus tôt son insatisfaction. On va revenir là-dessus justement, comment vous mettez en place ça, mais je vais poser la même question pardon, excusez-moi, à votre voisin Julien. Même question justement, l'utilisation aujourd'hui du digital, la relation client, les évolutions. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment changé dans ces 2-3 dernières années ? Alors, de notre côté, on a commencé il y a 6-7 ans avec Blueboat, justement, à commencer à surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux en termes de relations clients. Et puis, petit à petit, on a intégré ces activités à nos services consommateurs, avec des community managers en interne. Et avec un objectif important pour nous, c'est que quel que soit le canal utilisé par nos clients, que ce soit le téléphone traditionnel, les formulaires des sites web ou les réseaux sociaux, qu'on soit vraiment homogène en termes de discours et qu'on apporte le même type de réponse. Donc, pendant toute cette période, notre objectif, c'était aussi de capter le plus possible ce qui se disait, quel que soit l'endroit où ça s'exprimait. Et finalement, petit à petit, on a recentré beaucoup les conversations déjà sur nos comptes de réseaux sociaux et sur certains forums dédiés sur lesquels on est très présent. Ce qui fait que finalement, on a beaucoup moins besoin aujourd'hui de surveiller, de scruter tout ce qui se passe à droite à gauche. Les choses viennent assez naturellement là où on répond et on est très présent. Voilà, globalement. Alors Séverine, sur les différents clients que vous gérez, que vous accompagnez chez Blueboat, cette question de relation client et de digital, j'imagine qu'elle est, aujourd'hui, elle est intégrée, ou au moins toutes les marques l'ont en tête. Est-ce qu'elles l'ont en revanche, si elles l'ont en tête, est-ce qu'elles l'ont dans leur ADN? Autrement dit, est-ce qu'elles ont la capacité de se dire, ok, super, on veut faire ça, mais il va falloir se mettre en route et en marche pour ça? Alors en fait, ça dépend vraiment des clients, mais c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus. Et c'est un sujet auquel on essaie de sensibiliser vraiment nos clients de plus en plus, puisque je pense que si on fait un petit sondage dans la salle, on est tous clients à un moment donné. Et le réflexe qu'on a, c'est d'aller consulter les avis. Enfin, je pense que si on fait un sondage à main levée, qui consulte des avis sur un produit ou un service pendant ses recherches ? Voilà. Donc c'est quelque chose auquel on sensibilise vraiment nos clients en leur disant soyez à l'écoute de vos propres clients. Écoutez-les, prenez-les en compte en fait, répondez à leurs insatisfactions, mais aussi répondez-leur quand ils émettent des avis positifs pour pouvoir cultiver ça et intégrer-le non pas seulement au niveau du service client-consommateur,
mais intégrez-le dans toute votre stratégie et dans la façon dont vous travaillez en fait. Ne travaillez pas en silo, voilà, en segmentant. Facile à dire, mais bon. Facile à dire, parfois un peu moins à faire, mais essayez de ne plus segmenter d'un côté le marketing, les commerciaux, le service client, la technique, mais de vraiment sensibiliser toute l'entreprise et toutes les parties prenantes à un moment donné qui peuvent être en lien avec le client ou qui peuvent avoir un impact dans la relation client pour justement qu'on optimise les flux, qu'il y ait une meilleure communication et que en interne, ça devienne vraiment quelque chose qui fasse partie de l'ADN de l'entreprise, de prendre en compte le client final. Alors, justement, Julien, est-ce qu'il a fallu casser des murs chez vous entre les services pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne tel que Séverine vient de vous le décrire? Ouais, chez nous, comme l'a dit Séverine, c'est vrai qu'au début, c'était très siloté. En fait, la satisfaction client, c'était l'affaire uniquement du service client. Aujourd'hui, il n'y a pas une réunion d'entreprise qui ne se fait sans que le PDG prenne la parole en parlant de la satisfaction client. Donc c'est vraiment, je pense, très important que ce soit un message qui soit porté par l'ensemble de la société et que tout le monde dans l'entreprise soit vraiment sensibilisé à cet aspect client. Et faire revenir le client, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et chez Triba, la satisfaction client, elle est à tous les niveaux. Ça va être l'assistante dans le point de vente qui va être parfois le premier point de contact avec le client. Ça va être bien évidemment le commercial. Ça va être aussi le poseur des menuiseries qui va venir directement chez le client, qui va lui aussi avoir un grand rôle à jouer dans la relation client. Et ça va être aussi, plus loin que ça, c'est au niveau de l'usine de production, c'est mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux investissements pour donner plus de satisfaction à nos clients, réduire les délais, avoir des produits plus performants, réduire les SAV. Ça fait partie de nos objectifs à court terme chez Triba, c'est d'arriver à du zéro SAV. Et ça, c'est vraiment important, oui, que ce soit vraiment porté par toute l'entreprise. Alors ça, c'est, on va dire, le discours. Opérationnellement parlant, comment on fait la traduction d'un avis dit à un poseur qui vient installer une fenêtre ou un avis sur Internet jusqu'à la chaîne de production? Ça marche comment? Nous, nos difficultés chez Triba, c'est qu'on a un réseau de 300 points de vente, donc on n'est pas en direct avec le client. Et souvent, l'avis, quand il est diffusé sur Internet, il va porter sur un point de vente en particulier. Donc la première chose, c'est déjà, nous, d'arriver à détecter cet avis au plus vite et pour d'y répondre, on va dire, dans les 24 heures au maximum, directement sur Internet. Donc ça, c'est un système de veille qu'on a mis en place. On travaille avec Bluebot maintenant depuis plusieurs années sur la détection des avis clients. Bluebot va ensuite travailler, vraiment, l'équipe de Bluebot intervient comme une extension de notre service consommateur. Donc, au service consommateur, on a Céline qui est ici présente, qui gère au quotidien la relation avec Bluebot. Donc, il va collecter l'avis qui a été remonté par le système de veille et qui va ensuite prendre contact avec le point de vente local pour essayer d'identifier déjà la personne, parce que parfois, on n'arrive pas forcément à identifier tout de suite le client. Et on va aussi voir avec le concessionnaire Triba local quel a été le problème et comment on peut répondre rapidement à cette personne. Donc c'est vraiment, il faut qu'on soit très réactif. Et ça passe aussi beaucoup par de la sensibilisation de notre réseau de concessionnaires. Pour eux, le digital, parfois, c'est un petit peu lointain. Ils n'ont pas forcément conscience tout de suite des impacts négatifs. Ils ne voient pas forcément l'impact immédiat sur le chiffre d'affaires. Ils ne voient pas toujours l'impact. Ils commencent par contre à être quand même de plus en plus vigilants par rapport à tout ça. On sent qu'ils sont concernés par cette question de la visibilité en ligne, par les avis sur Google. Ils nous parlent beaucoup des avis Google. Mais voilà, oui, c'est un peu comme ça qu'on gère la réaction aux avis publics. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, commercial, par exemple. Ouais. Et pour aller jusqu'à la chaîne de production, je poserai la même question après à Julien. Comment ça remonte? Comment on fait en sorte de modifier des choses, de se dire, tiens, il y a plusieurs remarques qui ont été faites sur ce produit, il faut peut-être quand même qu'on s'y penche. Alors nous, on va analyser évidemment les retours qu'on a sur les différents avis. On n'a pas encore mis en place d'outils, on n'a pas trouvé encore d'outils suffisamment intelligents pour récupérer automatiquement des tendances par rapport à ce qui est dit sur Internet. On arrive quand même à isoler certaines thématiques qui reviennent régulièrement. Nous, notre problème ne se situe pas vraiment sur le produit, parce qu'on a en général des bons produits. On a plutôt des problèmes sur la pose. Parfois, c'est vraiment le point qui peut être un
peu anxiogène pour nos clients, et c'est souvent ce qu'on voit remonter dans les avis clients. Et sur la partie produit, quand effectivement on constate certaines anomalies, c'est de la communication interne. On n'est pas une très grosse structure au siège, donc on arrive facilement à communiquer avec les différentes personnes au service produit, au service R&D, et aussi ça va remonter à la production pour corriger les choses rapidement. Ouais. Alors justement, Julien, même question sur cet aspect casser les murs chez vous. Est-ce qu'il y a eu besoin de ça pour coordonner au mieux et prendre au mieux en compte cet avis client? Ouais, alors moi je vais avoir un discours qui est un peu plus opérationnel, justement service client. Et effectivement, quand on a démarré ces activités, clairement c'était le problème du service client. Dès que c'était négatif, dès que ça râlait, service client, débrouillez-vous avec le truc. Et c'était un petit peu, pour être un peu provoque, ce que j'appelais toujours piou-piou les petits oiseaux quand c'était le marketing, c'était raconter des belles histoires, on a un super produit, etc. Et puis dès que c'était pénible, ça arrivait chez nous. Ça évolue en ce moment, mais c'était long. Mais ça vient progressivement, et petit à petit, on est même en train d'essayer de s'orienter vers à partir du moment où on est en mode relation publique, où on s'exprime et on s'engage de manière publique et visible sur le web, c'est de plus en plus le marketing qui prend la main pour vraiment être dans sa stratégie de prise de parole, de notoriété de la marque. Et dès qu'on est dans la discussion privée, message privé, individuel, c'est du ressort du service client. Donc petit à petit, on se dirige vers ce type pas de frontières, mais de répartition des rôles, et qui clarifie aussi bien les choses, un peu mieux. Alors Julien, vous avez dit frontières, justement. Répartition. Alors frontières, silos, enfin bref, on le sait comme d'habitude, dans toutes les entreprises, il y a toujours des territoires. Qui sont des territoires fonctionnels, qui peuvent être des territoires d'ego aussi, autrement dit, il y a le marketing, il y a la com, il y a le service client, etc. Et puis chacun a bien des trucs répartis. Le digital, lui, s'en fout ça. Pour lui, il est agnostique à ça. Pour lui, le client, il a une marque et il s'adresse à la société. Et il attend d'avoir une réponse. Justement, aujourd'hui, opérationnellement, vous vous coordonnez comment? Vous faites des réunions chaque semaine? Vous vous mettez tous autour de la table? Vous envoyez des mails? Vous faites quoi? Alors, concrètement, on s'appuie aussi sur des outils qui permettent de gérer les interfaces. C'est-à-dire que les détections qui étaient à l'origine prises dans mes équipes sont maintenant beaucoup plus prises dans le marketing. Et le marketing va forcément nous solliciter quand il y a des avis négatifs, des questions un petit peu compliquées. On va nous chercher à amener la matière qui leur permettra ensuite de répondre et d'engager la réponse en mode public. Et si c'est pas en mode public, c'est nous qui la gérerons. Après, qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Après, évidemment, ça nécessite des discussions, etc. Mais ce qui est important dans ce mode de fonctionnement, c'est que quand nous, on s'occupait de tout, à un moment donné, le marketing ne se rend pas compte non plus de ce qui se passe réellement dans l'opérationnel. Et c'est hyper important qu'ils puissent aussi échanger avec nous, comprendre pourquoi c'est compliqué, pourquoi on ne trouve pas forcément la solution, pourquoi on ne peut pas répondre simplement et rapidement. Et ça les aide aussi justement à faire évoluer leur discours global, etc. Donc cette interaction, pour moi, elle est essentielle. Autant, quelques temps en arrière, j'étais plutôt à dire il faut qu'on soit nous présents, on gère tout de A à Z. Je reviens petit à petit sur ce type de démarche. Je pense que c'est hyper important qu'on ait cette discussion permanente entre service client et marketing. Séverine, sur les aspects, on va dire, d'implémentation de cette nouvelle logique d'intégrer le digital dans la relation client, quand on prend des chiffres, on voit que 66% des consommateurs souhaitent une réponse en moins d'1 heure sur les réseaux sociaux. En moyenne, le temps de réponse d'une entreprise est de 3h42, très précisément. Et 50% des entreprises françaises ne répondent pas aux demandes faites sur les réseaux sociaux. Et je vous le dis tout de suite, il y a Twitter qui est là devant. Donc, ils parleront juste après. Donc, justement, très souvent, ça passe par Twitter. Justement, c'est bien pour ça que je les cite. Concrètement, quand une entreprise dit voilà, je veux m'y mettre, et qu'on commence à leur dire oui, il va falloir se mettre au diapason de ça, parce que le client, il va pas prendre 3 jours que vous lui répondiez s'il vous fait un tweet ou s'il vous fait un commentaire quelque part sur un forum. Il vire de quelle couleur? Alors, je dirais que... Parce qu'un seul coup, ils vont dire ah oui, mais on a déjà beaucoup de boulot. Voilà, ça c'est ce qui revient souvent, c'est la peur de la charge de travail supplémentaire. Déjà, quand le client en est à ce stade-là de se dire j'y vais, c'est déjà un grand pas parfois. Parce que ça dépend. Dans les grandes entreprises, c'est assez répandu. Voilà, maintenant, c'est ancré dans les mœurs. Dans des plus petites entreprises, pas forcément encore.
Il y a encore des entreprises qui vont dire bah, non, moi, je ne réponds pas, j'ai pas le temps pour ça, ou c'est pas un client. Posture très dangereuse. C'est quoi comme... C'est pas un client. Ah, c'est pas un client. Ça, c'est une posture très dangereuse. Le refus. Le refus, voilà. Après, quand ils y vont, il faut leur expliquer que y aller par étapes, en fait. Voilà, mettre en place des outils de détection, mettre en place des process, surtout, pour aussi structurer par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport aux différents services, leur façon d'être organisés en interne, pour justement éviter qu'ils se marchent dessus entre le marketing, s'il y en a, le service client, etc. Et puis, mettre en place, moi j'insisterai vraiment sur cet aspect process, de se structurer, de se dire, voilà, je prends le temps en fonction du volume qu'il y a à gérer. Ça peut être quotidien, ça peut être tous les 2 jours. Enfin, c'est vraiment à adapter à la structure, de se dire, je surveille régulièrement et en fonction des remontées, je m'accorde un certain temps pour répondre, pour pas que ça devienne trop chronophage. Julien, Julie, vous avez parlé tout à l'heure de, je crois que c'est Julien qui en a parlé, d'homogénéité, si je ne dis pas de bêtises, de réponse. Et c'est vrai que c'est quelque chose, comme je le disais il y a quelques instants, quand on parle à une marque aujourd'hui, notamment par les réseaux sociaux, on s'adresse à une marque, donc autrement dit une entité, et pour nous, c'est la marque qui nous répond. Certes, c'est des humains qui nous répondent, mais pour nous, on s'en fiche de savoir comment ça se passe derrière, finalement. Et donc, ça doit être un tour de magie. Aujourd'hui, cette homogénéité entre les différents canaux, si vous avez des magasins, s'il y a un réseau de vente, s'il y a différents canaux, comment on gère cette homogénéité? Comment on fait de faire en sorte que ça se passe bien et que globalement, on réponde de la même manière, quel que soit le canal, la fenêtre d'entrée? Qui a envie de répondre en premier? C'est très 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 difficile. J'ai le même fonctionnement que Julie, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur un réseau de distribution de 750 points de vente. Chaque point de vente, c'est un concessionnaire indépendant, il a sa propre entreprise, ils ont 4, 5, 6, 7 salariés, 3500, 4000 possibilités de répondre différemment. Je rajoute à ça des sous-traitants avec des poseurs qui interviennent chez les clients qui ont encore un autre discours. C'est super complexe. Donc oui, on forme nos équipes, on forme les vendeurs. Et ensuite, chez nous, on travaille beaucoup une base de connaissances, c'est-à-dire que les questions les plus fréquentes, on enrichit des réponses types ou en tout cas des trames de réponses dans une base de connaissances, accessible aux conseillers clients, accessible au marketing, accessible aussi au magasin qui peut accéder 24/24 à ces infos-là pour essayer d'apporter le plus d'homogénéité. Mais ça reste un challenge de tout instant. Hein. Julie? Nous, on est plutôt sur de la centralisation à l'extrême. On décourage nos concessionnaires de répondre aux avis. Justement, j'allais dire, voilà, ouais. si vous disiez tout à l'heure que les avis Google étaient très importants pour eux, ils y faisaient attention, on fait quoi si on se rend compte qu'un matin, on voit qu'il y a un concessionnaire qui a répondu de manière un peu véhémente parce qu'il était un peu énervé de ce qu'il avait lu? Ça arrive, mais en général, on essaie de reprendre la main au plus vite pour éviter que l'échange ne déborde et que ça parte vraiment dans des échanges un peu compliqués. L'idée, c'est vraiment de sortir tout de suite la conversation du web et de régler le problème en offline, on va dire. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de centraliser toutes les réponses pour garantir une homogénéité et puis surtout une réactivité dans la réponse. Et ça, on sait bien que même si on a quelques concessionnaires qui nous disent oui, moi je suis un indépendant, je souhaite moi-même répondre à mes clients, c'est une toute petite part, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps en fait de gérer ça. Ils n'ont pas le temps. Donc l'argument de dire on peut vous aider à faire ça parce que vous n'avez pas le temps, on peut vous délester de ça, ça peut être un bon argument pour éventuellement prendre la main. En tout cas, nous, ça fonctionne plutôt bien comme ça. On avait quelques craintes au début et finalement, on voit qu'il y en a très peu qui sont opposés au fait qu'on réponde directement en tant que tête de réseau. Alors, il nous reste 4 minutes. On va peut-être prendre une question. Si Nicolas a une question éventuellement. Qu'est-ce qui foncièrement a changé en 6 ans dans la relation client ? Parce que ce que j'entends par exemple ici dans la table ronde est assez semblable à ce qu'on observait dans d'autres débats qu'on a déjà eu d'ailleurs dans l'IREPD sur les services clients. C'est toujours la question de l'omnicanal, c'est toujours la question de quand on a des franchisés ou autre chose. Qu'est-ce qui foncièrement a changé ? Pour nous, ce qui a changé, c'est le comportement d'achat de nos clients. Nos clients ont énormément changé ces dernières années. On a maintenant 7 Français sur 10 qui rentrent dans le projet de rénovation par Internet. Donc ça, pour nous, c'est énorme.
Et, Donc ils arrivent en déjà clair, préparés en magasin. ils avec, arrivent en magasin. Enfin, la fenêtre, c'est un produit très technique, mais ils arrivent en magasin. Ils ont déjà comparé entre les différentes marques, entre le PVC, entre l'alu. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont un besoin spécifique, mais ils sont très documentés. Ils se renseignent énormément. Et ça a vraiment changé par rapport à avant. Et pour nous, l'enjeu, c'est déjà d'arriver à leur donner suffisamment d'informations en amont du projet sur le online pour faire en sorte qu'ils nous identifient tout de suite comme la marque de fenêtre incontournable. Et ça c'est vraiment, ouais, je dirais, le comportement d'achat qui a vraiment changé ces dernières années. Julien, c'est pareil dans la cuisine? Je répéterai pas, c'est tout à fait similaire. J'y ajouterais simplement une exigence qui est montée en flèche, mais quel que soit le métier, le domaine, je pense, qu'on soit dans la fenêtre, la cuisine ou autre chose, un niveau d'exigence qui monte, et du coup, un client qui est beaucoup plus armé qu'il ne l'était auparavant, et on l'est tous, armé parce que des moyens de pression qui n'existaient pas. Et effectivement, quand avant, ça jouait uniquement sur le bouche à oreille de ce qui se passait autour de Toulouse ou de Brest, etc., aujourd'hui, c'est totalement la marque qui prend en direct cette réputation. Et cette arme-là, nous tous et nos clients savent l'actionner de mieux en mieux. Séverine, justement, tous ces éléments-là, les clients en général que vous accompagnez, vous leur donnez quoi comme élément de réussite, comme métrique, comme KPI, pour dire si vous voulez mettre en place une relation client, il faut faire attention à certaines choses. Aujourd'hui, les clients passent de plus en plus par le digital. Et c'est quoi donc les métriques d'une relation client digitale réussie? Alors les métriques peuvent être en fait différentes d'un client à l'autre en fonction des objectifs. Là aussi, c'est important de bien se poser dès le départ, de se dire pourquoi je vais vers de la relation client online, qu'est-ce que je souhaite en faire, quelle est ma stratégie, quels vont être mes objectifs. Donc déjà, définir pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on en attend, et en fonction de ça, déterminer les KPI qui vont bien. Après, par exemple, je vais prendre des exemples de grands groupes. On peut être sur des KPI, par exemple, qui vont toucher au réseau de franchise, par exemple. Quand on a un réseau de franchise, ça peut être un outil de mesure et donc un outil décisionnel derrière pour voir les taux de satisfaction et d'insatisfaction en fonction des points de vente. C'est une forme d'évaluation supplémentaire des points de vente pour pouvoir détecter ceux où il y a des soucis vraiment majeurs. Ça peut être aussi un outil décisionnel au niveau du marketing sur les produits, en fonction vraiment de ce qu'on va mesurer, de ce qu'on va identifier dans les avis clients. Je rebondirai sur ce dernier point, puis on prendra peut-être une question de la salle. Julien et Julie, justement, cette notion de dire on peut détecter éventuellement des problèmes dans certains points de vente, ou éventuellement des choses qui vont très bien, il n'y a pas que du négatif. Ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement faire grincer des dents. On peut s'entendre dire vous allez nous fliquer, ou est-ce que ça peut être vécu comme ça ou pas? Oui, ça peut être vécu comme ça, mais c'est une réalité, par contre, qui est assez factuelle, si tout du moins on prend en compte les clients qui ont réellement acheté, quoi. C'est la voix du client, donc c'est factuel. Très bien, joli. Nous, on l'a vraiment intégré on a une sorte de challenge concessionnaire. Et en gros, on challenge nos concessionnaires sur la satisfaction client. Donc, on va maintenir à jour des tableaux, des reportings, comptabiliser le nombre d'avis positifs, négatifs par concession. Et dans l'objectif de les récompenser s'ils font du bon boulot. Et à l'inverse, de les pénaliser dans les promos qu'on leur accorde si jamais les avis ne sont pas bons. Dernière question, et on va prendre une question dans la salle. Les canaux que vous surveillez, vous aujourd'hui, sur lesquels vous êtes actifs, sur lesquels vous répondez, c'est quoi? Nous, on répond. Alors, on essaie de rester de maîtriser les choses, de ne pas aller sur tous les réseaux sociaux. Donc justement, c'est principalement Facebook. Et on travaille aussi avec la solution Custplace pour la collecte d'avis. Donc, on a énormément d'avis qui remontent sur cette plateforme. Donc, je dirais Facebook, un peu Twitter, mais très peu. Et surtout Custplace. Et aussi Google, évidemment, et les pages jaunes. D'accord, sur les avis. Julien? Facebook essentiellement, Instagram pas mal pour les photos, des visuels des implantations de cuisine, Twitter mais assez peu, et après on a même chose, un forum Custplace sur lequel on est assez actif. Parfait, et puis des avis Google pour les magasins. Des avis qui remontent. On va se tourner du côté de la salle, savoir s'il y a des questions sur ce sujet de la relation client digitale.
Ok. Waouh. Alors moi j'aurais une dernière question pour Séverine, justement sur la question des canaux. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça va dépendre des objectifs, on est bien d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a quand même des canaux privilégiés justement pour la gestion de cette relation client? Alors les canaux Alors soit des classiques qu'on Il y a améliore, les- soit des nouveaux qu'on veut ouvrir. Les canaux privilégiés, ça va être ceux vers lesquels on va essayer d'orienter le client. Parce que l'idéal, c'est, comme le disait Julie, d'essayer de centraliser. Puisqu'en fait, si on ne donne pas au client un endroit très clair où il peut s'exprimer, on va retrouver le client qui va aller s'exprimer et exprimer son insatisfaction un petit peu partout, et ça va devenir rapidement ingérable. Donc c'est là où des solutions, il y a des outils qui existent qui permettent de centraliser les avis à la fois qu'on va les collecter, par exemple après une pause, mais également de collecter, rassembler tous les avis qui vont être mis sur Google, sur les pages jaunes. Ça permet déjà de centraliser, également d'avoir une présence plus importante au niveau des résultats de recherche dans les moteurs comme Google. C'est-à-dire quand le client tape avis plus le nom de la marque qui tombe en priorité sur ce support-là pour vraiment canaliser. Et ensuite, par exemple dans le cas de Triba, on a Facebook qui est le deuxième support le plus utilisé, mais ça permet vraiment de restreindre l'entonnoir. Eh bien, Julie, Julien et Séverine, merci à vous de ce témoignage. Vous pouvez les applaudir.